La politique est morte. Aujourd'hui, gouverner, c'est entreprendre. Si l'Empire romain a été défait par des barbares, c'est pas parce qu'ils étaient mieux organisés, plus disciplinés ou mieux armés. C'était même exactement le contraire. Si les barbares ont réussi à défaire l'Empire romain, c'est parce que leur comportement était imprévisible. C'est parce que les Romains n'arrivaient pas à comprendre leur conception du monde, leurs objectifs et leurs besoins. Et aujourd'hui, les grands groupes, les grandes entreprises, les vieilles entreprises sont un peu comme l'était l'Empire romain avant. Et les nouveaux géants du web, les startups qui sont naissantes, sont un peu comme les barbares. Ils n'ont pas vraiment davantage de discipline, de travail ou de capital, mais ils ont une conception et des objectifs différents qui font qu'ils sont incompréhensibles. Et leur capacité, leur grande force qui fait qu'ils sont capables de remettre en cause des grandes puissances anciennes, c'est leur capacité à capter le pouvoir de la multitude. On prend souvent les gens qui ont créé ces grandes entreprises pour de simples geeks, de simples pros de l'informatique. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Si on prend Mark Zuckerberg par exemple, c'était pas forcément un grand pro de l'informatique, il codait pas particulièrement bien. Ce qu'il étudiait en premier à Harvard, c'était pas du tout l'informatique mais la psychologie. Il faut savoir aussi que c'était un grand amateur de poèmes épiques, c'est encore un grand amateur de poèmes épiques et il cite parfois l'Iliade ou l'Énéide. Il faut savoir aussi de Steve Jobs que c'est pas aussi simplement un geek, l'ingénieur qui a fondé, qui a créé l'Apple One, c'est pas lui, c'est Steve Wozniak. Steve Jobs, c'est quelqu'un qui a une personnalité un peu atypique, c'est quelqu'un qui était un amateur de LSD, qui a fait des voyages spirituels en Inde, amateur de calligraphie aussi, et selon lui, il doit beaucoup de son succès à ces expériences-là justement. Pour être un pro de ces domaines-là, pour être un grand entrepreneur de ces domaines-là, il ne faut pas simplement être un geek qui est un génie de l'informatique, il faut aussi être capable de capter le pouvoir de la multitude, et le pouvoir de la multitude, c'est la capacité que peuvent avoir ces personnes à te faire travailler pour elles gratuitement. Sans le savoir, tu travailles très probablement pour Amazon, pour Facebook, pour Google et pour Apple sans être payé pour ça. La force de Google, c'est pas du tout d'avoir été le premier moteur de recherche. Il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après. Ce qui fait que Google a marché par rapport à d'autres, c'est que le pari des créateurs de cette entreprise, c'était que ce qui permettait de savoir si un site était bon ou pas, c'était d'utiliser le pouvoir de la multitude en regardant quel site recevait le plus de liens hypertextes sur Internet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que sur ton site internet, sur ton blog, sur ta page Facebook ou quoi que ce soit, tu mets un lien vers un site, par exemple sur autodisciple.com, Google part du principe que ça veut dire que ce site est de bonne qualité. Et donc, comme ce site est de bonne qualité, il va avoir une meilleure place dans les recherches, ce qui permet à Google d'être le moteur de recherche le plus pertinent de tous. Encore une fois, Google, tout comme Amazon, tout comme Facebook et tout comme Apple, tout comme on va le voir dans quelques secondes, réussit à utiliser l'intelligence des internautes plutôt que l'intelligence de ses ingénieurs pour créer un produit parfait. Il faut savoir que Facebook collecte tes données pour analyser tes comportements en ligne. En collectant tes données, Facebook réussit à savoir comment publier des pubs particulièrement ciblées sur toi. Et Facebook peut aussi savoir qu'est-ce qui va t'intéresser et comment faire pour te garder accro à leur site internet. Il faut savoir que ça marche, cette analyse de données, même quand tu visites d'autres sites que Facebook et même quand tu es déconnecté. Ensuite, on ne sait pas vraiment tout ce qui peut être fait avec ces données. Elles sont très certainement revendues et très probablement qu'elles sont revendues au nouvel ordre mondial des reptiliens. Amazon, c'est aussi utiliser le pouvoir de la multitude. Il faut savoir que 30% des ventes d'Amazon sont faites grâce au moteur de recommandation. À chaque fois que tu vas sur Amazon et que tu achètes un produit, l'entreprise analyse ton comportement et dès qu'un autre client achète un produit similaire, ils essayent de voir quels produits ils vont pouvoir lui recommander. Et c'est ainsi qu'ils arrivent à augmenter leurs ventes grâce à leur analyse de données. Et ainsi, ils ont pu augmenter leurs ventes en passant de 20 à 30% en quelques années. Et encore une fois, quand tu utilises Amazon, d'une certaine manière, tu travailles gratuitement pour eux. Et pour ça, tu peux toujours attendre ton salaire, tu peux toujours attendre les remerciements. Et à côté de ça, on peut dire que la loi El Khomri, c'est quasiment du communisme. Il faut savoir que sur l'App Store, il y a plus d'1 million d'applications différentes aujourd'hui. Si Apple avait dû payer chacun des développeurs pour faire ces applications, sachant qu'il faut environ 6 mois pour faire une app, ils auraient dû dépenser plus de 10 milliards de dollars. Le truc, c'est qu'Apple a dépensé absolument rien pour faire ces applications. C'est même l'inverse, il faut savoir que c'est ces développeurs qui ont dû payer pour accéder à cette plateforme. Je sais parce que moi-même, j'ai dû payer 99 $ pour ça et j'ai absolument rien gagné. Et cette stratégie d'Apple, c'est une manière comme une autre d'utiliser ce pouvoir de la multitude. Il faut savoir que même quand vous utilisez l'App Store, 30% des bénéfices vont revenir à Apple. Et donc tout ça, c'est du travail qui est fait gratuitement par des gens qui veulent être entrepreneurs et c'est différent du salarié. Là, aujourd'hui, on est au milieu d'une manifestation de gens qui défendent le droit du travail, qui défendent le salariat, mais il faut savoir que si on en croit certains analystes, l'avenir du travail, ce n'est pas forcément le salariat, mais plutôt l'entrepreneuriat,
à travers l'exploitation du pouvoir de la multitude. Il faut se rappeler, en ce qui concerne l'Empire romain, que si les guerriers scythes ont gagné, c'est parce que c'était des nomades ultra mobiles et imprévisibles. Et par conséquent, ils étaient beaucoup plus forts que les soldats de l'Empire romain qui étaient prévisibles et surprotégés. Avec cette nouvelle compréhension de l'âge de la multitude, il faut savoir que l'entrepreneuriat peut devenir la norme et qu'on peut rentrer dans l'âge entrepreneurial. C'est pas forcément certain que le salariat va continuer à devenir majoritaire. Il faut savoir qu'en 1956, en France, il y avait environ 60% de salariés en France. Et c'est seulement depuis les années 2000 qu'on est passé à 90% de salariés et que c'est devenu une norme qui s'impose à tous. Cette manière d'exploiter le pouvoir de la multitude d'entreprises comme Facebook, Google, Apple, etc., ça a un nom, ça s'appelle la surtraitance. C'est l'idée que plutôt que de sous-traiter, de payer quelqu'un pour faire exactement ce que vous voulez, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez offrir une plateforme à différentes personnes qui vont faire tout ce qu'elles veulent, qui vont pouvoir utiliser leur créativité librement, qui vont pouvoir être entrepreneurs et utiliser cette créativité, utiliser cette multitude pour vous enrichir encore plus rapidement. Il faut savoir que ce phénomène de surtraitance au lieu de la sous-traitance ne va pas forcément à l'encontre de l'utilisateur. Ça peut être exactement le contraire. Il faut aussi savoir que la surtraitance ne se fait pas forcément par des gens qui sont motivés par l'argent. Par exemple, sur Wikipédia, 80% des contributions sont totalement anonymes et les gens participent quand même, travaillent quand même pour ça, sans recevoir d'argent ni de reconnaissance. Et il y a un domaine dans lequel cette idée de plateforme de surtraitance peut être utilisée, c'est en ce qui concerne l'État. Nicolas Colin propose l'idée suivante, c'est de transformer l'État en plateforme. C'est-à-dire qu'au lieu d'être une application qui sous-traite certaines choses à faire sans en avoir forcément les moyens, que l'État devienne une plateforme de mise en relation des individus, une plateforme de création et qui permette à chaque citoyen de contribuer à la vie politique de son pays. Cette question de la politique et de l'entrepreneuriat est particulièrement importante parce qu'il y a un domaine dans lequel l'innovation est morte, c'est la politique. En politique, il est très dur d'innover, il est très dur de proposer quelque chose de nouveau. Souvent, quand on parle de politique, on ne fait pas la différence entre deux positions, entre les conservateurs et les réactionnaires. Pourtant, ces deux choses sont très différentes. Le conservateur, c'est quelqu'un qui veut garder les choses telles qu'elles sont et qui défend le statu quo. Un réactionnaire, c'est quelqu'un qui veut changer les choses et revenir en arrière pour tester une solution qui a déjà été essayée avant et qui a déjà été abandonnée. Et il n'y a pas seulement ces deux solutions politiques. Les conservateurs aujourd'hui dans le champ politique français, c'est les modérés, c'est ce qu'on appelle la gauche et la droite. Et les réactionnaires, c'est plutôt ce qu'on appelle les extrémistes d'extrême gauche ou d'extrême droite. Pourtant, il y a une troisième voie politique. Cette voie politique, c'est le progressisme. Et dans le champ politique, c'est dans l'intérêt d'aucun homme politique de proposer quelque chose de nouveau que personne n'a jamais essayé et dont personne n'est certain que ça va marcher. Les politiques ne peuvent pas faire ça. Par contre, il y a un type d'individu qui peut faire ça et cet individu, c'est l'entrepreneur. Et cet entrepreneur, ça peut être n'importe qui, comme toi par exemple. L'entrepreneur, il peut prendre des risques, il peut innover parce qu'il peut prendre des risques irrationnels et parce que souvent, il n'a absolument rien à perdre. Et c'est extrêmement important de réaliser qu'on a tous cette mission de ramener de l'innovation dans la vie économique et politique parce que la politique est paralysée par rapport à ça et c'est important de réaliser qu'on a tous cette responsabilité-là. À bien des égards, la situation aujourd'hui dans le monde est comparable aux années 20. Dans les années 20, il y a eu l'électricité et beaucoup de jobs ont disparu et beaucoup de gens pensaient que jamais ces jobs pourraient réapparaître sous une autre forme avec l'industrialisation. Pourtant, beaucoup de jobs ont été créés plus tard. Mais pendant une phase transitoire, effectivement, il y a une réelle crise politique et économique, il y a beaucoup de chômage. Et cette crise peut entraîner des dictatures, elle peut entraîner une guerre mondiale. Et c'est peut-être la même chose en ce qui concerne la numérisation. Pendant la phase de chômage qui peut être transitoire, on peut se retrouver face à des tentations de dictature et face à des guerres mondiales. Et le rôle des entrepreneurs, c'est de rapporter rapidement de l'innovation politique et de l'innovation économique pour faire en sorte que cette transition ait lieu le plus vite possible. Il faut savoir aussi que les entrepreneurs ont vraiment cette responsabilité de créer des emplois. Par exemple, aux États-Unis, il faut savoir que la quasi-totalité des jobs sont créés par les startups. C'est le nom d'une étude qui a été publiée tout
tous les jobs sont créés par les startups que vous pouvez consulter en ligne. Ça sera sûrement la même chose dans quelques temps en France, et peut-être même déjà la même chose. C'est la responsabilité des entrepreneurs et non des politiques qui n'ont pas la possibilité d'innover dans leur domaine. C'est la responsabilité des entrepreneurs de créer ces jobs-là. Et cet entrepreneur qui crée des jobs, qui ramène de l'innovation politique, qui peut prendre des risques irrationnels que personne d'autre ne peut prendre, cet entrepreneur, ça peut être n'importe qui. Par exemple, ça peut être toi. Et si tu réussis, si on réussit à remplir cette mission que les politiques ne peuvent pas remplir, on peut très bien éviter une dictature et pourquoi pas une guerre mondiale. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo, je ne l'ai pas appris tout seul, je l'ai appris en lisant le livre L'âge de la multitude de Nicolas Collin, que je conseille vivement. Évidemment, j'ai apporté pas mal d'interprétations et je te conseille aussi de consulter différentes vidéos qu'il publie sur internet et également son blog qui est très intéressant, son Medium, dans lequel tu pourras apprendre beaucoup de choses sur justement l'âge de la multitude et ce que c'est que l'économie digitale aujourd'hui. Et voilà, je te souhaite une très bonne lecture. Tu peux t'abonner à Autodisciple si cette vidéo t'a plu et je te souhaite une très bonne journée. There's only one song worth singing. They may try and sell you